Salam alaikum, Azul, bonsoir. Vous voulez vous faire une idée sur la duplicité de ce régime, sur son penchant naturel à violer ses propres lois, celles-là même qu'il a concoctées juste pour faire comme s'il était une démocratie? Alors, écoutez seulement ces quelques articles de la Constitution algérienne, de leur Constitution, celle qu'ils ont imposée aux Algériens, malgré eux et contre leur volonté, dans un simulacre de référendum. Je vais vous lire quelques-uns de ces articles, écoutez bien. Article 7. Le peuple est la seule source de tout pouvoir. La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple. Article 8. Le pouvoir constituant appartient au peuple. Article 35. Les droits fondamentaux et les libertés sont garantis par l'État. Article 39. L'État garantit l'inviolabilité de la personne humaine. Toute forme de violence physique et morale et d'atteinte à la dignité est proscrite. La torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que la traite des personnes sont réprimés par la loi. Article 41. Toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction dans le cadre d'un procès équitable. Article 44. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les conditions déterminées par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Toute personne arrêtée doit être informée des motifs de son arrestation. La détention provisoire est une mesure exceptionnelle dont les motifs, la durée et les conditions de prorogation sont définis par la loi. La loi punit les actes et les faits d'arrestation arbitraire. Article 48. L'État garantit l'inviolabilité du domicile. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci. La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l'autorité judiciaire compétente. Article 54. La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et électronique est garantie. Article 57. Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti. Article 69. Le droit syndical est reconnu. La loi en garantit le libre exercice. Article 70. Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre de la loi. Article 71, alinéa 3. L'État protège et prend en charge les enfants abandonnés ou sans filiation. Article 163. La justice est un pouvoir indépendant. Je me permets de le relire, cet article. Article 163. La justice est un pouvoir indépendant. Le juge est indépendant et n'obéit qu'à la loi. Article 94. Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et sans délai, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose à la majorité des 3/4 de ses membres au Parlement de déclarer l'état d'empêchement.
Article 136. Les séances du Parlement sont publiques. Article 200. L'autorité nationale indépendante des élections est une institution indépendante. Article 102, alinéa 4. L'autorité nationale indépendante des élections exerce ses missions dans la transparence, avec impartialité et neutralité. Article 204. La haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption est une institution indépendante. Article 208, alinéa 2. Le Haut Conseil de sécurité est chargé d'émettre des avis au président de la République sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale. Voilà. C'était quelques articles seulement que j'ai choisis, non pas au hasard, mais pour vous montrer que l'important ne se trouve pas dans le texte, dans ce texte scélérat qui a été passé par la force et contre la volonté du peuple, lors d'une consultation d'un référendum dont tout le monde connaît la réalité, mais l'important se trouve ailleurs. L'important se trouve dans le respect de ces textes par celui-là même qui est chargé de les exécuter, de les appliquer et qui a été élu et réellement élu par le peuple. حر للممات لو كان ما جابوا الحرية عمرها لا جات شم ريحة الأرض تفهم باللي بالدم نسقات جايبين الحرية ما بقاش قد اللي فات الشعب تعب طوال اللعب السوسة زايدة كلانا الهم وحب الماستر قرب لا فايدة في قلوبنا نايدة لا بريزون فايدة حرية منوطي والمحاكمة حامضة عدالة مغمضة حالتك يا بلادي مريضة مازالهم يضربوا فيا باش نبقى بعيدة ونعلي الراية البيضة بديتو انتوما علينا ياك الحرب الباردة شبيبة مرمدة لا مافيا مقبضة ضربوك بخوك والخاوة على بعضها حقدة لا فيكتوريا العزيزة راكي طولتي بلاد الحومة قاع يسقسو قدامها بنتي لا فيكتوريا العزيزة راكي طولتي بلاد الحومة قاع يسقسو قدامها بنتي يما راني من فيا. Algérie, fraude, mensonge et marigot. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Hassan Hirsch, économiste, analyste politique. Hassan, merci d'être là. Merci. Bonsoir Djamaldine, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à notre ami co-invité, mais je vous laisse le présenter. Mohamed Ben Issa, militant politique. Mohamed, merci d'être là. Merci Djamel pour l'invitation et c'est toujours un plaisir de participer à un studio avec toi Hassan. Merci. C'est réciproque. Alors, depuis les États-Unis, Rochdi Aloui, analyste politique, spécialiste du MENA. Rochdi Aloui, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Alors, nous serons rejoints vers la fin de l'émission par Maître Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Alors, mes chers amis, nous allons commencer par écouter un monsieur politique, monsieur Benguerina, le président d'El-Bina. C'est comme ça qu'on appelle son parti, Mohamed. El-Bina tout court. Oui, El-Bina tout court. Voilà. Et écoutez bien, c'est très fort de café. Alors, j'explique rapidement à ceux qui ne maîtrisent pas bien la langue arabe que d'abord, il commence par nous apprendre, lui, l'homme politique, lui dont le parti a remporté une partie importante des sièges, que ces élections ont subi une fraude massive. Il le dit, hein, vous allez l'écouter. Preuve en main, dit-il, il a des preuves.
Et il doit rencontrer le président de ce machin qu'on dit indépendant qui est chargé de surveiller les élections. Mais le plus grave, c'est qu'à la fin, il conclut en disant « Oui, mais de toutes les façons, nous n'allons rien faire. » C'est un peu comme si nous sommes entre nous. Après tout, nous n'allons pas nous jeter des pavés dans le visage, dans la figure. C'est un peu une coterie. C'est un peu une mafia qui pratique la loi de l'omerta presque, qui ne porte pas les affaires devant la justice, devant les instances. Et ce monsieur se dit républicain. Écoutez-le bien. أن نطلب من الأستاذ محمد شرفي أن يفتح تحقيق محايد ونعطي حجم التزوير الفاضح لعدد من الأحزاب السياسية ويعطوا ما لديهم على حركة البناء الوطني من تزوير ونرضى بإدانة الشعب لنا أخلاقيا بأننا مزورون وهذا ليس تحدي وإن من أجل أخلاقة الحياة السياسية أنتظر منكم أن تنقلوا هذه الحقيقة وأتشرف أن أتلقى اليوم ردا من كل الأحزاب السياسية ونتقدم في هذا المساء إلى محمد شرفي ونعطي ما لدينا من تزوير لأحزاب سياسية بالعشرات وقلت لك كانت حركة البناء الوطني في الصدارة ولكن رغم ذلك انخرطنا في لعبة سياسية ونحترم قواعدها ولا نطعن في مؤسسات الجمهورية ونقبل النتائج كما هي ونتعامل بالنتائج كما هي ونمد يدنا للجميع رغم الظلم ورغم التزوير ومن الكثير. نحب نمد لك المحاضر هنا نمد لك بالمحاضر هنا نمد لك وما نذكر لكش الحزب والله بالمحاضر في مكتب واحد 700 حزب من هذا اللي راه يدعو بأنه كبار 700 في مكتب واحد ما نقول لك شكون الحزب في حزب واحد تلقى عنده 1800 و 1900 زايد تلقاه 1200 في المكتب الواحد 1200 في المكتب. Alors, Rojdi Eloui, voilà ce monsieur, chef de parti, qui nous apprend qu'en plus de la fraude massive, qu'en plus d'1 million de bulletins nuls, qu'en plus d'un taux, le taux le plus bas de l'histoire des élections en Algérie, en plus de tout ça, il a la preuve, nous dit-il, d'une fraude massive, mais il précise qu'il ne portera pas l'affaire devant la justice et qu'il ne procédera à aucun recours parce qu'ils sont entre eux. Il le dit comme ça. Hein. Alors, Rojdi Eloui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise sur Bengrina? Bengrina n'est pas important, mais ce qu'il dit reflète un petit peu ce qui se passe en Algérie. Pas un petit peu, beaucoup. Les élections législatives, c'était des élections... le but derrière les élections législatives, c'était selon le pouvoir, c'était de mettre fin à une période de transition politique. Comme dans tous les pays qui font une transition de l'autocratie vers une démocratie, il y a une séquence d'élections. Généralement, cette séquence est quand il y a des élections législatives, un référendum et des présidentielles s'il y a un président. Ça, c'est peu importe l'ordre des élections. Ça, c'est la séquence normale. Donc, dans le cas de l'Algérie, dans le cas de Tebboune et du régime algérien, ils voulaient que ces élections législatives, non seulement qu'elles mettent fin à la transition, à cette période de transition qui a commencé avec le départ de Bouteflika, mais aussi à gagner de la légitimité, parce que Tebboune a un manque terrible il n'est pas légitime, il a été élu très mal. J'ai oublié le taux de participation des élections présidentielles, le taux officiel. C'était, je crois, dans les 30%. Le référendum, c'était pire. Et ces élections-là, les législatives, le taux officiel est de 30%, mais j'ai des doutes sur le taux officiel. Non, le taux officiel est de 23%. Il a été corrigé. Ce qu'ils avaient donné au début était le taux des moyennes par wilaya. Ils l'ont fait exprès, mais quand
le coût a été éventé, ils ont corrigé à la baisse et c'est 23%. C'est le taux le plus faible depuis 1962. 23%, c'est plus réaliste, même si c'est un petit peu gonflé. Hein, parce que j'ai de l'expérience dans des élections. J'ai fait des élections, les élections de 2004, 2006, 2008 aussi. J'ai travaillé dans des élections aussi ici aux États-Unis. J'ai observé des élections dans des pays africains avec le centre Carter Center. Et je sais que quand on enregistre un taux de participation vers 16h de l'après-midi, 16h, 17h de l'après-midi, qui est dans les 14%, voilà. C'est pratiquement possible d'arriver à plus de 15-16% vers 8h, vers 8h du soir. Surtout quand on observe un taux très 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 bas dans les grands centres urbains, là où il y a la plupart des votants. Donc, même 23, c'est un petit peu gonflé. Mais 23, c'est un... Mais juste pour apporter de l'eau à votre moulin, à 16h, le taux était de 14%. Mais à 20h, il a doublé. Il a plus que doublé. Plus. Alors que de l'avis de tous les journalistes en Algérie, qui observaient surtout les images de l'ENTV qui étaient un peu partout et qui auraient dû nous montrer cet afflux de 4 millions de personnes en 4 heures, ça se remarque. Or, il n'y a eu aucune image d'engouement ou d'afflux particulier. Je vous dis par exemple un exemple très, très facile. J'ai fait les élections dans un État, dans les présidentielles de l'Ohio. Je travaillais les élections. Le taux de participation vers 20h était, vers 16h était à peu près dans les 40-48%. 48%. Et les Américains votent quand ils sortent du travail. C'est-à-dire entre 16h et 20h, c'est vraiment le gros lot des gens qui votent. Ce n'est pas le cas en Algérie. Les élections sont des jours fériés. Les États-Unis, ce n'est pas un jour férié. Et là, même avec une grosse participation entre 16h et 20h, le taux est allé de 48 à 55%. Donc, c'était impossible. Pour nous, c'est impossible d'aller de 14,1% à 16h, 17h jusqu'à 10% d'augmentation. C'est très, très, très... J'arrive pas à avaler cela. J'ai mes doutes. Mais admettons, c'est 23%. C'est catastrophique comme taux de participation, parce que le taux de participation, c'est le seul indicateur valable de ces élections, parce que c'est l'indicateur qui dit que ce régime algérien a de la légitimité, ce président a de la légitimité, cette feuille de route a aussi de la légitimité, alors que 23% dit carrément le contraire. Et avec ces 23%, on a une division, aucun parti n'est arrivé à franchir le seuil de majorité. On a une cabale entre le RND, FLN, MSP, et on se dirige vers une période de stagnation. Et restez avec nous, je vais revenir à vous dans un petit moment, Rojdi Alioui. Hassan Hirsch, Rojdi Alioui nous dit que Ben Green n'est pas très important. En fait, c'est le quatrième personnage, c'est le quatrième parti dans ces élections à remporter les élections d'abord. En termes d'importance, il est très important. Ensuite, ce qu'il dit est particulièrement gravissime, je trouve. Vous ne trouvez pas ? Alors, il faut prendre les choses de façon complètement différente. Oui. D'abord, par rapport à son importance. Oui. Il faut totalement relativiser parce qu'il faut prendre le nombre de voix. Oui. Tout ce qui est analyse en termes de pourcentage peut être complètement erroné. C'est combien de voix il a eu sur les 20... Non, mais pardon, c'est très important. Je m'explique sur une chose. Oui. Quand je dis très important, je ne veux pas dire qu'il est très important objectivement. Par rapport au régime, aux chiffres du régime, à l'ossature du régime, à
la structure du régime, etc. hein, Voilà. Cela dit, donc, le véritable paramètre d'analyse de ces élections-là, c'est de compter le nombre de voix par parti politique. Oui. Sur 24 millions à 600 000 à peu près, Presque 25 millions. presque 25 millions, Oui. 19 millions, un peu plus de 19 Presque millions, 20 millions. n'ont Arrondis. pas voté. Oui. Voilà. Il y a à peu près 5 millions, c'est 4 millions 900 et quelques, Oui. à peu près, on va dire 5 millions qui ont voté. Et à l'étranger, pardon de vous interrompre Hassan, à l'étranger, les Algériens sont abstenus à 96%. Alors c'est Hein? extrêmement important, Oui. parce que sur les 900 000 inscrits justement à l'étranger, 94%, ça veut dire qu'il reste quoi? Dans les 20 000, 30 000 qui ont voté. C'est absolument ridicule. C'est-à-dire sur un corps électoral de 25 millions, combien Ben Grina, évidemment, et tous les autres, combien Ben Grina a eu comme voix des Algériens? Ça se compte en quelques milliers de voix. Donc, On me confirme, pardon, qu'il est le 6e, pas le 4e. Hein, dans la liste des... Mais 6e, c'est quand même très important. oui, dans la liste des scélérats. Il a 40 sièges, hein. 40 sièges quand même. Hein, Oui, bon. sur 407. c'est pour- Hein. Oui, non, c'est pour ça que ouais. ça serait une erreur de faire une analyse en fonction des sièges ou en fonction des pourcentages. Il faut véritablement faire l'analyse en termes de voix. Je ne sais pas si votre collaboratrice Nézira peut nous donner le nombre de voix. Comme ça, Ben Grina verra qu'est-ce qui vaut sur les 25 millions d'Algériens. Oui. Combien il n'est même pas... Mais lui est en train de dire que ce sont de faux chiffres. Il est en train, justement, pourquoi il dénonce. Ah, on Il va lui considère qu'on multiplier lui a par deux. enlevé On va à lui et qu'on a donné aux autres. On va lui multiplier par 2. On va prendre les chiffres qu'il réclame. Mais dans cette logique, tous Oui. autant qu'ils sont, Oui. je vous donne un exemple. Abjaya. Abjaya, il y a 99% d'abstention. Voilà. 99%. Donc sur 560 000 votants, Ouais. ça Quasi- représente quoi? 99%. Voilà, ça Alors représente- combien ils ont des ça députés? représente 50, Ils ont 56. 9 élus, dont 8 FLN. Voilà. Alors, Voilà, c'est- donc il y a 56 000 voix dans la wilaya de Béjaïa, de Vgaïs, 56 000 voix, à partager sur 10 Circonscriptions. 10 députés, 10 députés. ce qui veut dire qu'ils ont eu 5 600 voix en moyenne chacun. 5 000 voix sur 560 000 voix. C'est ça, 1%. Voilà. Ils ont eu Donc, 1%. Voilà. Donc Mais Ben Guerina, jusqu'où peut y aller le ridicule? En plus de... excusez-moi de vous interrompre, Hassan. Oui. En plus de démontrer sa nullité. Oui. Ça, c'est tout le régime qui est nul, qui est non représentatif. Il n'y a pas que Ben Guerina, même le FLN. Mais ce qu'il dit, Ben Guerina, moi, ce que j'aimerais vous entendre m'expliquer, c'est cette déclaration de Ben Guerina dans une logique non seulement judiciaire, non seulement politicienne, mais même éthique. Quelqu'un qui vient vous dire « j'ai la preuve d'une fraude massive » et qui vous dit « non, mais de toutes les façons, ça restera entre nous ». Et il le dit publiquement. Oui. C'est cela que j'aimerais vous voir commenter. Moi, j'aimerais commenter avec, comment dirais-je, une donnée la plus simple possible de psychanalyse. C'est-à-dire que l'être humain, la psychanalyse stipule que nous avons 3 topics. Le ça, le moi et le surmoi. Que le psychiatre américain Eric Berne parle de parents, adultes, enfants. Or, sur quoi il se situe Ben Grina? Il se situe sur une réaction infantile. C'est-à-dire, il est là, il conteste les chiffres, non pas parce que il parle de démocratie, parce qu'il y a des règles, etc., mais parce que c'est un enfant à qui on a enlevé une sucette. Et donc, il va évidemment raconter un peu n'importe quoi pour protester. Nous sommes véritablement, Monsieur Benchenouf, à propos de Ben Grina, dans un cas psychotique. Et quand on entend un certain nombre de responsables de partis
depuis, comment il s'appelle, celle qui avait insulté aussi les Kabyles, comme un peu Ben Grina, etc. Naïma Salhi, Ben Grina, comme le président du MSP, Makri, etc. Quand on les entend, M. Benchenouf, véritablement, c'est un asile psychiatrique. Ah oui, oui, oui. Parce que, tout simplement... Parce que Ben Grina avait stigmatisé la région de Kabylie d'une façon absolument irresponsable, au moins, pour le moins que nous puissions dire. Il suffit d'observer de comment il fonctionne. Ouais. Il y a tout simplement une instabilité émotionnelle. On le voit à sa figure et comment il réagit par rapport à son comportement, par rapport à son regard, etc. Il y a une instabilité émotionnelle, M. Benchenouf. Il y a un comportement impulsif et il peut dire absolument n'importe quoi, sans règles. Quand il n'y a pas de règles, ça veut dire qu'on n'a pas de surmoi d'un point de vue psychanalytique. Il n'y a plus de règles. C'est ça. Ouais. Et on est dans tout simplement une espèce d'humeur changeante. Et donc, tout ça, ce sont des paramètres de quelqu'un qui véritablement vit dans la psychose. Et donc, ce type-là, il faut absolument le soigner. Il faut absolument qu'il aille dans un service psychiatrique parce que c'est un danger pour l'Algérie. Et pourtant, de l'avis de beaucoup d'observateurs, il aurait rapporté en termes de voix beaucoup plus qu'on ne lui a donné parce qu'il fait peur au régime. Et qu'ils ont préféré mettre avant lui d'autres partis. Donc ils ont constaté qu'il est fou, qu'il est complètement malade, qu'il est psychotique. Eux-mêmes, à entendre Bokro jusqu'au plus haut sommet de l'État, oui. Eux-mêmes sont tous dans cette affection. À propos de Ben Grina, oui. Très honnêtement, le diagnostic est malheureusement clair, net, il est psychotique. Alors, avant de donner la parole à Mohamed Ben Aïssa, nous allons voir quelques chiffres des élections. Je me contente de vous les montrer sans commenter. Regardez ces chiffres. Élections législatives, taux de participation en 91, en 97, en 2002, en 2007, en 2012, en 2017, en 2021. C'est le taux le plus faible depuis 1962. Alors, Mohamed Ben Aïssa, d'abord sur Ben Grina, avant que nous n'allions dans d'autres questions. Sur Ben Grina, moi je dirais, je pense qu'il ne faut même pas y aller sur la quantité des voix, le nombre des voix. Moi je pense que la quantité ne veut pas dire beaucoup de choses actuellement. C'est la qualité qui est la plus importante. Si on va dans le sens de nombre de voix, Ben Grina a été deuxième aux élections, entre parenthèses, du 12-12. Hein. Donc il faut rappeler juste après Tebboune. Juste après Tebboune. Oui, mais bon. Donc non, mais justement, quand on fait une campagne... On connaît qui est... Justement, parce que la démocratie ne peut pas te résumer... Ça ne veut pas dire qu'il est bon ou qu'il est meilleur que les autres. C'est dans la logique du système lui-même. Oui, c'est juste pour montrer un peu son importance dans le système. C'est ça. Non, mais après, il ne faut pas qu'on rentre dans ce jeu parce que... Pourquoi je dirais ça? Parce que les élections peuvent nous ramener des extrêmes. Et on va un petit peu dans une démocratie assez ancienne que l'extrême droite, l'extrême gauche, par tout un processus de manipulation des foules, on arrive à avoir des extrémistes. Donc c'est pour ça, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le nombre de votants qu'il a eu ou le nombre de voix. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, voilà, ce qu'il est en train de faire en Algérie maintenant, on est en train de monter son discours qui est haineux, on est en train de banaliser l'action politique et le politique en lui-même. Quand Ben Grina dit ça, ça rappelle ce que tu as dit, Jamel, très justement dans ton intro. C'est une logique de bande. Donc jusqu'à maintenant, on n'est pas sorti, même après leur mascarade électorale du 12 juin, on n'est pas sorti d'une logique de bande. On ne peut pas expliquer ce qui s'est passé le 12 juin, et même depuis le 12-12, et même depuis la révolte populaire, avec
avec des théories politiques, avec des explications de théories politiques, on sort complètement du rationnel. Là, on est dans un... Là, on est d'accord. Voilà, on est dans une logique de bande. Benguirina, dans une république algérienne libre et démocratique, je ne pense pas qu'il va avoir une place dans l'échiquier politique. Il ne pourra pas exercer. Il n'existerait pas. Dans un média libre. Dans ce cas-là, c'est très important. Justement. Ça veut dire qu'il n'existerait pas. Dans un média libre, ramener Benguirina dans un émission pareille ou n'importe quelle émission de débat, le peuple algérien verra tout de suite la qualité, la profondeur, la consistance de Benguirina. Benguirina n'a jamais existé en dehors du système. Il faut savoir que Benguirina faisait partie de MSP et qu'il a été parachuté après les années 90 dans ce qu'on appelle l'alliance présidentielle. Il a participé et depuis il n'est jamais sorti avant d'être du en club. MSP, je crois qu'il était d'abord au FLN. Oui, je sais pas, moi je ne connais pas son histoire. En tout cas, il était au CNT. Au CNT, voilà. C'était même l'adjoint de Ben Saleh, voilà. Il me semble, là, si je ne m'abuse. Donc pour moi, banaliser la fraude participe vraiment, c'est dangereux et participe un petit peu à une phase dans laquelle on veut nous ramener actuellement, c'est de casser, de discréditer tout ce qui est politique. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Et même sur un plan pénal, on ne peut pas dire je suis au courant d'un crime ou d'un délit, mais je n'en parle pas. Il a dit qu'il va en parler. Il a dit je vais en parler avec le président de l'ANI, mais je ne ferai aucun recours. Je laisserai ça entre nous, il l'a dit. Non, mais il a dit le pire qu'il a accepté les règles du jeu. Voilà, les règles du jeu. Et ça, c'est encore plus grave encore. Voilà, accepter l'ANI. Il accepte les règles de la fraude. C'est ça, accepter l'ANI, déjà l'existence de l'ANI, nommé par Gaït Salah, même pas par un politique, par un civil, et tout en sachant que l'ANI a travaillé tout seul, que l'ANI est l'administration bis, et que le grand problème sur lequel le Hirak il s'est positionné, c'est la légitimité politique qui vient à travers les élections. Si on n'a pas cette étape d'élection transparente, on ne pourra pas parler d'autre chose. Donc lui, il balaie d'une main un point nodal dans la politique algérienne. L'élection, la fraude dans l'élection, c'est pas une chose simple, c'est pas une chose qu'on peut dire oui, c'est pas grave. Non, c'est le cœur du problème algérien. Alors, après ce premier tour de micro, je vous demanderai, mes chers amis, que nous allons faire des tours de micro plus dynamiques, pas plus de 3 minutes chacun, pour pouvoir aller dans plusieurs points. Rojdi Aloui, vous vouliez intervenir sur ce point en particulier? Oui, sur Benguirina, quand je dis qu'il n'est pas important, c'est... Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Quand je dis qu'il n'est pas important, je dis ça objectivement et subjectivement. Il n'est pas important au sein du régime parce que le régime peut le balayer à n'importe quel moment. Il n'est pas important dans le cadre démocratique algérien. Monsieur Hirsch, je crois, Hassan Hirsch. Désolé. Monsieur Hassan Hirsch a dit pratiquement la même chose, que son importance, que ce qu'on voit, le taux de participation ou le nombre de voix, c'est une quantité négligeable. J'ai une observation sur ce que M. Ben Issa a dit, c'est de la qualité. Quand on parle de qualité de voix, j'ai un problème avec le mot qualité, parce que c'est une longue conversation qui n'entre pas dans le cadre de l'émission. Mais je pense qu'on doit parler de conditions et non pas de qualité d'élection ou de voix, de conditions dans lesquelles une élection se déroule. Quand une élection se déroule dans des conditions favorables, où il y a une transparence, il y a une institution indépendante qui manège l'élection. Là, on parle d'élection, même si le taux de participation est faible, on accepte le résultat. Mais là, les conditions dans lesquelles les élections algériennes, que ce soit celle-ci ou la dernière, c'est des conditions qui n'arrivent pas à être... qui sont nulles, c'est des conditions ridicules. Vous avez un mouvement populaire, protestataire,
dans la rue et vous avez des élections qui, d'une certaine manière, se déroulent de façon à marginaliser ce mouvement-là. Là, on ne parle pas d'élection. Le mot élection n'est même pas valable pour décrire ce qui s'est passé en Algérie ce week-end-là. Et justement, alors, je vais commencer par vous pour ce tour de micro. Une question très importante que se posent beaucoup d'Algériens, pour ne pas dire tous les Algériens. Vous savez que les 3 élections qui ont suivi, les présidentielles de décembre 2019, le référendum de novembre 2020 et celle-ci qui vient d'avoir lieu, les 3 ont été, non pas des abstentions, un tant soit peu importantes, mais des boycotts massifs très importants et qui, les 3, ont recouru à une fraude massive et un bourrage massif. Alors, les Algériens sont en train de dire que c'est à leur façon une désobéissance civile. Ne pas voter est considéré par beaucoup d'Algériens comme une désobéissance civile. Et que cette fois-ci, ce boycott des élections législatives est le plus grand boycott, le plus grand acte de désobéissance civile depuis le début du Hirak. Est-ce que vous seriez d'accord pour qualifier cet acte de tout un peuple de début de désobéissance civile? On parle d'abstention quand il y a 20, 30, 40% de gens, de votants qui ne votent pas. Là, on parle d'abstention. Quand le chiffre est au-delà de 50%, dans le cas de cette dernière élection, c'est 80%, 80%, 78%. 78%. Là, ce n'est plus une abstention, c'est un acte politique conscient. Et on peut le qualifier de boycott ou de résistance ou désobéissance civile. Là, c'est la sémantique, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que l'acte est un acte politique et que c'est un acte qui est très important et que les gens au pouvoir ne peuvent pas l'ignorer. Et croyez-moi, ils ne l'ignorent pas. Même s'ils font façade que tout va bien, L'autre aspect, pardonnez-moi de vous interrompre, Louis Rochdi, c'est juste pour apporter de l'eau à votre moulin. L'autre aspect est que ce boycott a été général dans toutes les wilayas, y compris les wilayas qui d'habitude ne participent pas beaucoup au Hirak. Je vous laisse poursuivre. Oui. Ça montre l'importance de ce bloc électoral de ce bloc de la population algérienne qui pratiquement, pas pratiquement, mais qui refuse de prendre part dans ce jeu-là, le jeu du pouvoir et de dire qu'on attend mieux. Et la question maintenant, il ne faut plus regarder le taux d'abstention ou jouer le jeu des sémantiques, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire après cela. Parce qu'il y a une masse pas négligeable, on parle de 78% de votants qui dit non, on ne va pas jouer le jeu. Alors, c'est quoi l'étape prochaine? Et c'est ça qui est important pour moi. Alors, c'est de prendre cette désobéissance civile, si vous voulez l'appeler comme ça, ou cet acte politique conscient, ou ce boycott, à la prochaine étape. Hassan Hirsch, alors avant de vous donner la parole, après avoir entendu Benguerina nous dire que ça se passe entre nous, presque que personne ne s'en mêle, nous allons écouter M. Mokri faire sortir du jeu, en quelque sorte, des responsabilités, le président Tebboune, auquel il ne cesse pas de témoigner hommage sur hommage sur hommage. Écoutons M. Mokri dans la 5. في كل ما ذكره الأستاذ عبد العال أنا أقول باسم المكتب التنفيذي الوطني وباسم مؤسسة الحركة نحن نبرئ السيد رئيس الجمهورية مما وقع حتى تكون الصورة واضحة نحن نبرئ السيد رئيس الجمهورية مما وقع من تجاوزات خطيرة أثرت في النتائج هذا الأمر الأول كذلك نحن لا نتهم السيد رئيس السلطة لا نتهمه هو لا يستطيع أن يعرف ماذا يحدث في الولايات لا يملك الأدوات لا يملك يعني ما لازمش يزعف هو شوية يزعف ثم يتقلق وكذا
ودير واحد الردود افعال هكذا يسمى، ما لازمش يزعف. نحن لا نتهمه، هو لا يملك الادوات، باه يعرف شنو صاير في الولايات، لا يملك الادوات، ما عندوش. وانا قد اخبرته بذلك اثناء اللقاء معه، وعرفت عندئذ بانه لا يملك الادوات. وش معناه هو يعني متهمينه احنا بانه اشرف على التزوير ولا دار التزوير؟ نحن لا نتهم سي محمد شرفي، ما لازمش يزعف، لازمش يزعف ويدير ردود افعال يعني مش لازم، يعني ليست ضروريه. هو صديقنا على كل حال، وحنا بيننا وبينه صداقه وما عندناش يعني مشكل شخصي معاه على الاطلاق، يعني عندنا حتى مشكل شخصي معاه. نحن لا نتهم، ولكنه لا يستطيع، ما عندوش القدرات والادوات حتى يعرف ماذا يحدث. اذا نحن نبرئ السيد رئيس الجمهوريه، نحن واثقون في نبره كلامه وفي تعهداته، وربما لولا السيد رئيس الجمهوريه كانت الكارثه اكبر بكثير. هذه مساله تكون واضحه، واقولها بكل صدق فيما اعلمه بطبيعه الحال، بكل صدق، ولا نتهم. Alors lui, Mohamed Ben Issa, il blanchit le président. Il dit, moi je le mets de côté, il n'a rien à voir dans ce micmac, dans ces magouilles, dans ces fraudes. Et il va plus loin. Il dit même le président du machin qui est censé surveiller les élections. Il n'a aucun problème, il n'y a aucun problème avec lui. Il ne peut pas tout contrôler. Et le comble, c'est que Makri a sciemment voulu trafiquer le taux de participation. Vous vous rappelez, on était ensemble. À 16h, ils ont donné 14%. Et ils ont mis sur le site de l'ANI, hein, de ce machin, ils ont mis 14 et quelques % de taux de participation. Et ce n'est qu'après qu'ils ont corrigé. Alors écoutez-le, monsieur Chorfi, je vous donne la parole. Monsieur Chorfi, je vous donne la parole. Écoutez ce qu'il nous dit quand une journaliste lui pose la question de savoir quel est le taux. Parce qu'il a donné tous les résultats, mais il n'a pas voulu donner le taux qui a été corrigé entre-temps, qui est descendu de 30 et quelques % à 23%. Il a eu honte de le donner et regardez ce qu'il dit. تكلمتم عن جميع الأرقام وكشفتم عن جميع الإحصائيات إلا نسبة المشاركة في تشريعيات 2021. حبذا لو تطلعونا عن نسبة المشاركة في انتخابات الثاني 10 جوان. كان سي حجي أعطاك النسبة، زميلك سي حجي أعطاك النسبة كي طرح السؤال الأول تاعو قال لك ها واش كان هاي النسبة اليوم. أو سي حجي عطيتنا النسبة قبيل، عطاها لنا امام الملا وانا نأيد واش قال سي حجي، او قالها سي حجي ما سمعتوش 23 فاصل قولها سي حجي، نوض سي حجي. Alors, on va la revoir parce que ça vaut vraiment son... Alors, c'est un journaliste qui lui pose la question. Il lui dit, vous avez donné tous les chiffres sauf les taux. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il te l'a donné, M. Haji. M. Haji, c'est un membre de l'assistante, un journaliste ou je sais quoi, qui a juste pris sa calculatrice, qui a fait les taux par rapport aux chiffres que M. Charvet a donnés. Tel wilaya, il avait un taux général. Il a dit, il vous l'a donné. Mais après, tellement il était gêné, il a dit, moi aussi je suis d'accord avec lui. Le président qui est censé fournir le chiffre, qui est d'accord avec un membre de l'assistance, je ne sais pas qui c'est, qui a fait le taux dans sa petite calculatrice. Nous allons le réécouter. تكلمتم عن جميع الأرقام وكشفتم عن جميع الإحصائيات إلا نسبة المشاركة في تشريعيات 2021. حبذا لو تطلعونا عن نسبة المشاركة في انتخابات الثاني 10 جوان. كان سي حجي أعطاك النسبة، زميلك سي حجي أعطاك النسبة كي طرح السؤال الأول تاعو قال لك ها واش كان هاي النسبة اليوم. أو سي حجي عطيتنا النسبة قبيل، عطاها لنا امام الملا وانا نأيد واش قال سي حجي، او قالها سي حجي ما سمعتوش 23 فاصل قولها سي حجي، نوض سي حجي قولها الله يبارك فيك. 2303 فوالا سي بون سا فو كونفيان. وانا صرحت بها هنا امام التلفازه الوطنيه، قلت هكذا وعطيتك مقاربه اخرى، قلت لكم كاينه لا مويان دو بارتيسيباسيون، قلت لكم كاين معدل المشاركه الوطنيه اللي هو يساوي 30.23%. هذو يعني مفهومين يكملان بعضهم بعض. لا واحد كي ما يتبعش من فضلكم، هذا الجواب عطاه زميلكم، ما نكروش بعضنا بعض.
Et si on met les pinceaux jusqu'au point de dire si vous ne comprenez pas, c'est de ma faute. Hein. Et il vous l'a donné, votre confrère, le journaliste. Il vous l'a donné. Si vous ne comprenez pas, c'est pas de ma faute. Et puis moi aussi, je confirme ce qu'il a donné. Le président de l'ANI qui confirme un chiffre qui est donné par un journaliste. Il faut le faire. Hein. Monsieur Benchelouf, ça confirme vraiment ce que je vous disais précédemment. C'est incroyable. À savoir que nous sommes vraiment dans l'infantilisme. Parce que quand il a un comportement comme celui-ci, en fait, il a peur de quelque chose. Comme un élève a peur de l'instituteur, il va dire non, mais c'est pas moi, c'est l'autre. C'est exactement ça. Il est en train de renvoyer la responsabilité du chiffre de 23% à quelqu'un qui n'a absolument rien à voir institutionnellement. C'est un journaliste qui est dans... Donc c'est pas moi, c'est l'autre. Bon, je vais bien, d'accord, je suis d'accord avec lui. Alors nous allons passer. Mais ce n'est pas moi. Ouais. Ce qui veut dire qu'il a peur. Il a peur de quelqu'un, il a peur d'une institution, il a peur, je ne sais pas qui. Il a peur des chefs qui l'ont mis là. Donc c'est il a dit lui-même, c'est Gaïd Salah qui m'a mis à ce poste. Oui, voilà. J'aimerais qu'on nous la retrouve, hein, celle où il nous dit c'est Gaïd Salah qui m'a mis à ce poste. Voilà, donc c'est à la fois un mélange de bricolage et puis de cette peur infantile de celui qui peut lui taper éventuellement sur les doigts. Alors nous allons passer... C'est ça la politique algérienne, malheureusement. Nous allons passer à la question, Hassan. Est-ce que c'est ce boycott, est-ce que c'est un acte patent de désobéissance civile? Et si c'est le cas, est-ce que c'est le premier de sa série ou est-ce qu'on peut commencer par celui qui a boycotté les présidentielles? Mais sauf qu'au moment où le présidentiel était boycotté, le Hirak était dans sa pleine capacité. Aujourd'hui que le Hirak est en quelque sorte en pause, est-ce que cet acte de désobéissance civile, si tant est qu'il en soit un, est en train de nous annoncer le retour du Hirak, mais dans toutes les régions, puisque toutes les régions ont boycotté? C'est une question à plusieurs têtes, à plusieurs questions, et elle est extrêmement importante. D'abord, je souscris tout à fait à ce que disait notre ami du Canada, des USA, Rochdi. Oui. Je suis entièrement d'accord quand il dit que quand il y a une abstention, jusqu'à 40-50%, on peut parler d'abstention. Mais quand il y a une non-participation, jusqu'à 78% de rejet, cela évidemment signifie qu'il y a une désobéissance civile, c'est-à-dire un rejet non seulement des élections, mais de toute l'institution étatique telle qu'elle est, et qu'on n'accepte pas finalement ni ce qui nous gouverne, ni les institutions en place, que tout ça, comme ça a été dit 1001 fois dans le Hirak, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement faire table rase pour reconstruire un État, pour reconstruire des institutions, pour reconstruire une confiance, etc. Donc nous sommes, pour répondre à votre question, nous sommes dans un cas majeur, je dis bien majeur, de désobéissance civile, et je pense que le Hirak, en réalité, même s'il n'y a pas de manifestation, parce que la manifestation est une des formes de contestation de l'autorité au pouvoir. On voit bien que dans la culture collective, les Algériens, massivement, à partir du moment où ils ont refusé de voter, massivement, ils sont dans le Hirak, que ce soit un Hirak de la rue, que ce soit un Hirak dans la tête, que ce soit un Hirak dans le travail, dans les maisons, dans leur quotidienneté. C'est-à-dire tout simplement, il y a véritablement aujourd'hui la culture du Hirak qui est implantée dans la majorité des têtes algériennes. Vous avez répondu à cette question? Pas encore. Non, allez-y alors. Même sur la question sur l'intervention de président de MSP, il faut juste le rappeler, juste avant de répondre sur cette question, que le MSP était toujours un allié du régime. Le MSP était toujours un allié du régime. Donc, on a vu Il faisait partie, d'ailleurs, curieusement, l'alliance présidentielle est revenue. Voilà. Le MSP, le FLN et le RND.
Ils sont revenus comme du temps de Bouteflika. Et donc son comportement de dire, ça rappelle un petit peu ce qu'a été par Bengrina, de blanchir un président alors que légalement, politiquement, le premier responsable de tout ce qui se passe actuellement, c'est le chef de l'État, entre parenthèses. C'est lui qui a tout organisé, qui a convoqué le corps électoral, qui a organisé, qui a imposé ces élections. Donc on peut dire au moins que, parler de l'abstention et dire que voilà, l'abstention est un échec pour Tebboune. Il n'a même pas le courage de dire ça. Donc blanchir, c'est ça. Même le président de l'ANI, bien sûr, il a blanchi. Mais comment peut-il dire autrement alors qu'il avait 40 sièges en 2017, là il a doublé le nombre de sièges, donc il peut qu'être content. En fait, ils sont dans le compagnonnage depuis longtemps avec le système. Sur la question de l'abstention et du Hirak, je pense que l'abstention est une victoire silencieuse du Hirak. Donc le Hirak a gagné. Encore une fois, c'est une grande démonstration de force silencieuse du Hirak. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire que le Hirak est un mouvement de contestation face à un système enraciné avec tous les moyens qu'il dispose. Depuis presque plusieurs mois, le système a utilisé tous ses moyens financiers, les médias, la propagande, les médias internationaux. Il a tout utilisé, l'argent, 40 millions pour les futurs députés, mais il n'a pas pu drainer le peuple. On peut se poser cette question. Pourquoi le peuple algérien n'a pas répondu? Pourquoi le peuple algérien n'a pas participé alors qu'il sait qu'on est face à une crise politique? Il sait que le pays va vers une crise économique, il sait qu'il y a une guerre au Mali, il sait que les Algériens sont en train de mourir dans la Méditerranée, il sait que la diaspora est jetée, elle ne peut pas rentrer chez elle, il sait que Tebboune a mal géré, il n'a pas géré du tout le coronavirus, il sait que l'Algérie n'a pas été vaccinée par rapport au Maroc, je ne sais pas, même à la Tunisie. Le peuple algérien, il sait que son pouvoir d'achat il est en train de fondre. Donc, en sachant tout ça, il n'a pas été aux urnes pour changer. Pourquoi? Parce qu'il croit que les élections, profondément, que les élections ne changent rien pour la situation politique algérienne. Mais donc, quelque part quand même, quand il dit que Tebboune n'est pas responsable, il faut prendre acte quand même de cela, parce que ça veut dire qu'il est désigné par l'instance militaire et que lui, il est là pour faire ce qu'on lui dit de faire, pour dire ce qu'on lui dit de dire, pour gérer comme on lui dit de gérer, et que quelque part, effectivement, nous avons un cas d'irresponsabilité au plus haut sommet de l'État. Nous allons écouter M. Chorfi remercier Feu Gaïd Saleh, le défunt Gaïd Saleh, pour l'avoir désigné à ce poste, et il le fait avec les larmes aux yeux, vous allez voir, regardez. حافظين على الأمانة التي أوكلناها الله بواسطته لما كلفنا شخصيا بتقلد هذه المسؤولية لما كلفنا شخصيا بتقلد هذه المسؤولية لما كلفنا شخصيا بتقلد هذه المسؤولية. Alors, nous allons en arriver à un problème très épineux, ce qui s'est passé en Kabylie en termes de boycott massif. Aujourd'hui, les Kabyles sont en train de dire, les électeurs kabyles sont en train de dire, c'est nous qui avions raison. Vous avez vu, si vous allez voter, même si vous dites non, même si vous mettez un bulletin nul, ils vont faire sortir les gens qu'ils veulent. Donc le meilleur moyen d'empêcher cette fraude et de ne pas en être complice, c'est de ne pas y participer et même de l'empêcher. C'est un acte civique et hautement citoyen, c'est ce qu'ont dit les Kabyles. Or, on leur est tombé dessus à bras raccourcis. Nous allons écouter d'abord ce que dit M. Benguerina sur la Kabylie. Écoutez bien, parce que c'est très fort, c'est très irresponsable et c'est même très, très dangereux. Écoutez. أقول مشكلة ولايتين أو ولايتين وبعض أجزاء من بضع ولايات هي صنيعة سلطة مرت خلال عشرات من السنين السابقة بكل أسف شديد. عندما تعامل أي منطقة في الشرق أو في الغرب أو في الشمال بأنها أو توصف بأنها منطقة الرخوة، هذا ضعف في السلطة، حتى أن يوم من الأيام أحد الذين هم الآن في الحبس يوم تم تصنيف شيء من مطالب هذه المنطقة
وتم دسترته. تكلم معي، قلت له في الحقيقة أنتم راكم تحاوروا في بعضكم. قلت له رئيس الحكومة هو من نفس المنطقة، واللي يدير الإضراب من نفس المنطقة، وبكل صراحة وأخوة نقول أكثر، بيتي مقابل بيته، في الليل يتلاقاو كل في البيت نتاعو. وتقاسم أدوار. لا تبنى الدولة بهذا المنطق. الدولة لماذا الدولة لا رجل الدولة يجب أن يتمثل أخلاق الدولة وأخلاق الجمهورية، ولا يتمثل أخلاق الحي ولا المرميطة ولا الدوار ولا الدشرة. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن الرجل الذي يقود في الدولة، سواء في مؤسسة عسكرية أو مؤسسة أمنية أو مؤسسة مدنية أو في قصر المرادية أو في قصر الشهيد سعيداء أو في وزارة من الوزارات أو في ولاية أو في بلدية، يجب أن يتمثل أخلاق الدولة وأخلاق الجمهورية، ولا يتمثل أخلاق البني عميس نتاعو ولا أخلاق المرميطة والدوار والدشرة الذي أوصلنا إلى ما أوصلنا عليه تهميش الجنوب ككل والصحراء والهضاب العليا، وتهميش عدد من مناطق. Alors, donc des personnalités kabyles lui ont répondu, dont le secrétaire général de l'Office national des anciens moudjahidines, Karim Tabou, et d'autres. Ils répondent d'une façon très virulente. D'abord, vous n'avez pas compris ce qu'il a dit là, Hassan. Il traite la Kabylie de tous les noms, hein, allant jusqu'à dire, par exemple, il nous la joue, il y avait un Kabyle, sans les nommer, il parlait de Yahya et de Sidi Saïd, très probablement, qui tous les deux Kabyles se rencontraient le soir au Club des Pins pour discuter, rigoler ensemble, alors qu'ils faisaient semblant de s'affronter sur la scène politique. Entre autres, hein, pour vous dire jusqu'où il est allé. Et il n'a pas précisé que c'était des Kabyles de service. Hein. Mais il n'a pas précisé que c'était la Kabylie qui les dénonçait, ces deux-là. Absolument, absolument. Lui, c'était ses copains. Alors, donc, quand il a été attaqué par le SG de l'ONM, entre autres, qui a utilisé la langue française, écoutez ce qu'il répond et comment il traite Karim Tabou. Écoutez bien. كلمتيني على واحد اخر دار تدوينه، نعم قراتها، بعثها فريق الرصد البارح. انا نقول له برك ارجع للمقبره باش ما نكثرش، نقول له يا سي لك تهدر انت، ارجع للمقبره. الذي يطعن في مؤسسات الجيش الوطني الشعبي هو خائن او جاهل او عميل. الذي يطعن في المؤسسات الامنيه الجزائريه هو خائن أو عميل أو جاهل. الذي يطعن في مؤسسة رئاسة الجمهورية هو خائن أو عميل أو جاهل. وتبعوا واش قال هذا السيد في كل تصريحاته، وهل تنطبق على الكلام اللي راني نقول فيه أو لا. إن البائس هو الذي يختطف ولايتين عزيزتين على قلوب الجزائريين، نحبهم ونحترمهم ونكل لهم كل خير. إن النخبة البائسة الذي ينتمي إليها هذا الفرد وغيره الذين يريدون أن يختطفوا ولاية أو ولايتين ويبعدونها عن التلاحم الوطني، عن المحبة، عن الانسجام، عن التراص، عن أمانة الشهداء، عن أن نبقى متوحدين. هذا لا يمكن أن يكون ضمن النخبة الوطنية إلا. On va écouter aussi sur l'Office national des Moudjahidines, en attaque sur le SG de l'ONM. Là, il ne l'a pas traité de traître, parce que c'est plus difficile. On va écouter. أمينها العام بالنيابة يقول له عبد القادر بن قرينة وليس حركة البناء الوطني، باش ما نحملش حركة البناء الوطني. أولا في حياتك خاطب الشعب الجزائري باللغة العربية، على تخاطب فيه دائما باللغة الفرنسية، ودائما تتكلم مقابلات كلها باللغة الفرنسية. عمرك درت مقابلة باللغة العربية، وعمرك خاطبت الأمة الجزائرية بلغتها. L'encadrement du dispositif électoral, car les personnes qui encadrent ce dispositif électoral doivent répondre à des conditions morales, des conditions techniques et des conditions juridiques particulières. Dehors de ces frontières, de ces limites territoriales, où il n'y a pratiquement plus d'institutions, aucune institution. Parce que déjà l'héritage n'était pas institutionnel.
avant la révolution libyenne. Exécutif, de surcroît ancien professeur de droit, ne vous attendez pas à ce que je me prononce sur une institution qui est indépendante et séparée de mon pouvoir. Il faut aller jusqu'au bout. Non, il faut aller jusqu'au bout. Alors il lui tombe à bras raccourcis, il lui tombe dessus à bras raccourcis, mais pourquoi? Il l'accuse de parler français. C'est ça. Mais, pas le contenu qui est... il ne dit pas à Tebboune et à Belhimer et à Gaïd Salah et aux autres pourquoi vous parlez français. Non, très honnêtement... Moi, alors, pardon, oui. La question, pour que ce soit la même pour vous trois, oui. avant d'arriver à une autre question beaucoup plus importante que nous allons traiter dans le fond, j'espère, c'est ces gens qui se servent de ces genres de polémiques pour diviser les Algériens, les monter les uns contre les autres, jusqu'à courir le risque de graves périls, ils risquent d'allumer une mèche quelque part. Qu'est-ce que vous en pensez, Hassan Herj? Très honnêtement, je ne pense pas que ce genre de personnage puisse influer sur les Algériens pour qu'ils se tapent entre eux ou pour qu'ils s'invectivent entre eux, etc. C'est vraiment, comment dire, extrêmement marginal. C'est un extrémiste. Est-ce que les Algériens écoutent les extrémistes? Ils sont 19 millions sur 24 qui n'ont pas participé à la mascarade électorale. Alors donc, de quoi parle-t-on? Il dit qu'il attaque ceux qui dénoncent les méthodes de l'armée au pouvoir, ceux qui dénoncent les institutions, ceux qui dénoncent la politique du pouvoir, etc. Si j'ai bien compris. Il insulte tous ces gens-là, il les traite de tous les noms, etc. Mais que représente-t-il? C'est pour ça que j'ai insisté, cher ami Mohamed, c'est pour ça que j'ai insisté sur le nombre de voix. Pour qu'on sache combien de personnes qui vont voter pour Ben Grina, combien de borderline comme lui, de psychotiques comme lui, qui vont aller déverser leur haine à travers un bulletin en disant « il me représente parce qu'il a de la haine, parce qu'il a de la méchanceté, parce qu'il a de la rage, parce qu'il déteste les Algériens, parce que pour lui, les Kabyles, c'est des sous-hommes, etc. » Je veux dire, ce type, Ben Grina, très honnêtement, ça me fait mal au cœur de devoir en parler parce que sa place est dans un asile psychiatrique avant de passer éventuellement devant le juge. Il faut d'abord qu'il passe devant un collège de psychiatres parce qu'il ne doit pas, il ne peut pas, dans une Algérie d'une jeunesse qu'on a vue dans la rue, prête vraiment à l'émancipation, il ne peut pas diriger ni un parti politique, ni une association, ni avoir le droit quand même à la parole. On a vu combien de télévisions, de micros, etc. Aucun journaliste n'a réagi à ce discours absolument raciste, haineux, dépassé, fasciste et nazi. Mais franchement, Ben Grina, moi je vais bientôt venir en Algérie, attaquez-moi en justice, je serais bien content de me retrouver en face de vous. Alors, on m'envoie un message qui répond à ce que vous venez, la question que vous venez de dire. Hein. Je n'ai pas les chiffres, de ceux qui ont voté pour Ben Grina, mais c'est très simple. Vous prenez les 5 millions qui ont voté, vous enlevez les 2 millions de fraude, vous enlevez 1 million de bulletins nuls, et vous enlevez les soldats qui ont voté 3 fois, calculez le résultat. Excellent, merci, je lui dis merci. Même question. C'est absolument significatif. Non, mais moi, Ben Grina, en fait, je ne lui accorde pas beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est juste un outil dans une grosse machine qui, cette Issaba, cette bande, ils sont en train de l'utiliser pour un petit peu faire oublier leur défaite, l'échec d'un système. Donc tout le temps, face à, rappelez-vous, après le 12, rappelez-vous tout le temps, même après la révolte, le drapeau amazi, rappelez-vous ce qui s'est passé avec la Constitution, pour passer des choses grosses et importantes comme la sortie de l'armée, comme un système hyper présidentiel. Ils ont évoqué la langue tamazir, ils ont évoqué, donc voilà,
Bengrina, il participe à cette diversion pour un petit peu faire oublier l'essentiel, que le système a échoué totalement à faire participer les Algériens. Donc tout ce qu'il dit, c'est la propagande, on l'a déjà entendu, on l'entend souvent depuis même le 12-12, hein, on entend parler qu'il y avait toute une machine de propagande contre cette région, qui est une région connue par son rejet à cette mafia depuis 63, il ne faut pas oublier. Donc pour tuer, comme on dit, ton chien, tu l'accuses de la rage. Donc c'est connu. Donc il est en train d'accuser toute une région et il y a même une plainte contre lui. Je ne vois pas comment elle va aboutir parce que je pense qu'il est super protégé, ce gars-là, en Algérie. Ils sont en train de l'utiliser jusqu'au moment où ils n'ont plus besoin, comme la fameuse qui était députée, que maintenant elle est plus... comment elle s'appelle, Naïma Salhi, elle a fait pire que lui, hein, vous rappelez-vous ce qu'elle a dit. Mais maintenant, on n'entend plus parler d'elle, aucune plainte contre elle, elle était blanchie. C'est un Kleenex politique. Voilà, c'est un Kleenex politique, il fait son rôle, c'est un clown. Donc il ne faut pas, et je pense qu'il ne pourra jamais, la question qui est posée par Djamel tout à l'heure, est-ce qu'il peut influencer les Algériens? Je ne pense pas. Je pense que le ciment maintenant qui colle, qui fonde ce peuple algérien à travers le Hirak est très fort et très important que ce genre de discours d'un clown politique. Alors, d'abord, petite précision, les chiffres que nous a donnés le monsieur qui m'a écrit, quand vous procédez à toutes les soustractions, ce qui reste, ce n'est pas pour Bengrina. Oui. C'est pour eux tous. Ils se partagent. Enfin, donc, ils doivent s'être... C'est un peu comme ça s'est passé en France. Le taux, il doit être quelque chose comme 95%. Le vrai chiffre du boycott, il doit être de 95%. Si vous enlevez tous ces gens-là. C'est une révolution. Exactement. Alors, nous allons d'abord, Rachdi Aloui, sur cette question, est-ce que ces gens qui utilisent ces ingrédients intercommunautaires, qui agitent la haine, qui inséminent la discorde entre les Algériens, est-ce qu'ils peuvent réellement provoquer quelque chose de dangereux? Ensuite, nous allons attaquer le thème du Hirak et de ce qui peut se passer désormais. Sur cette question, Rachdi Aloui. Je ne vais ni parler ni honorer ce que Bengrina était en train de dire. Et je n'ai rien à ajouter aux choses que vous invitez, M. Hirash et Benaïssa, je crois, ont déjà dit. Pour moi, Bengrina est une quantité négligeable et il faut il faut commencer à parler solutions, il faut commencer à parler futur, il faut commencer à parler feuille de route, comment on doit rassembler les 78% qui sont restés à la maison comme un acte politique qui a dit non au système politique algérien, comment on doit rassembler ces gens-là, structurer, organiser, proposer une force politique alternative. Eh ben, je vous donne la parole pour nous dire ce que vous en pensez vous-même. Et après, nous en discuterons entre nous. Allez-y, je vous en prie. Comment voyez-vous l'avenir du Hirak, l'avenir politique de l'Algérie? Qu'est-ce qui va se passer selon vous et qu'est-ce qui devrait se passer selon vous? Premier constat, c'est qu'on doit savoir qu'il y a vraiment une masse très importante qui a refusé de jouer le jeu politique algérien proposé par le gouvernement algérien maintenant. Ça, c'est le premier constat. Lesquels on n'a pas très bien compris. Qui a refusé de jouer, le jeu proposé par les autorités algériennes? Les gens qui sont restés chez eux, qui ont refusé de voter, qui ont déclaré à travers leur abstention un acte politique très important. D'accord. Ces gens-là, il faut constater que c'est une masse importante. C'est la première chose. La deuxième chose, que cette masse importante n'est pas monolithique. Elle est diverse. C'est une masse qui, en commun, a un rejet du système politique algérien, mais si on va au-delà de la surface, au-delà du vernis, il y a des divisions qui sont idéologiques, pas des divisions, mais des directions différentes idéologiques et des croyances différentes idéologiques qui va peut-être des islamistes les plus modérés aux nationalistes les plus fervents.
Et tout entre les deux, même les gens qui prônent une Algérie démocratique, extrêmement laïque, et ceux qui veulent une Algérie à l'algérienne, par exemple. Ça, c'est le deuxième constat. Le troisième constat, quand on prend en considération le premier point et le deuxième point, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, on n'a pas droit à l'erreur. On n'a plus droit à l'erreur. Le Hirak a fait, à mon avis, des choses très importantes et belles. En première phase, faire dégager Bouteflika, mettre la pression sur le système politique algérien, mettre la pression sur l'institution militaire, et puis il a arrêté. Et là où il fallait structurer Hirak, là où il fallait organiser Hirak, là où il fallait doter Hirak d'une structure qui peut dégager une force politique alternative à ce qu'on voit maintenant. Là, Hirak a péché par défaut. Maintenant, je crois que ce n'est pas trop tard. Il faut se mettre au travail. Il faut commencer à se structurer. Il faut commencer à avoir des porte-paroles ou un porte-parole, une structure collégiale de leadership, une plateforme politique ou une feuille de route politique qui est très restreinte. Il faut très limité dans les objectifs. Il ne faut pas aller au-delà de 3 ou 4 points, parce que si on va dans les détails, on va dans la division. Et on a besoin de fédérer au lieu de diviser. Parce que le Hirak, comme je l'ai déjà dit, il n'est pas monolithique. Donc, avec cette feuille de route, il faut se mettre dans un plan, dans une dynamique. Quel genre de feuille de route avec seulement 3 ou 4 points, des exemples? Une constituante, des présidentielles? Pour moi, le point le plus urgent maintenant, c'est comment dire, je cherche mes mots, parce que là, je pense en anglais. Vous avez l'habitude de l'anglais, donc... il faut qu'on arrive à... J'arrive pas à trouver le mot en français. Dites-le en anglais, peut-être qu'on pourra vous aider. Collapse the government. On arrive à faire le gouvernement algérien, à faire un vote, pousser vers un vote de non-confidence et l'annulation du Parlement. C'est la première étape. D'accord. Que ce Parlement-là ne siège pas au-delà de 2-3 mois. Il faut le faire tomber. Et faire tomber le Parlement et faire tomber le gouvernement. D'accord. Forcer d'autres élections législatives. Et là, quand on force une autre élection législative, on prend notre temps, dans 6 ou 7 mois, et là, on doit s'organiser et Hirak doit présenter une liste. Oui, mais moi j'ai l'impression que vous avez négligé l'essentiel. Parce que vous parlez de détails alors que l'essentiel, c'est entre les mains de qui se trouve le vrai pouvoir. Il se trouve entre les mains d'un état-major, d'une oligarchie militaire. Il se trouve entre les mains d'une mafiocratie tentaculaire qui va très loin dans la société. Et si vous organisez d'autres élections, vous allez aboutir au même résultat. Je ne suis pas aussi naïf que cela, monsieur Benchenou. Je sais qu'il y a de la mafia, l'oligarchie, et un système, un établissement militaire qui a géré l'Algérie depuis 1962. Je connais cela. Mais il faut savoir que la première chose que les militaires se concernent, la première chose qui est importante à eux, c'est leur survie. Leur survie politique et la survie de l'institution militaire. Donc, quand on s'organise, quand on a une feuille de route bien précise, quand on force le gouvernement, on entre dans un bras de fer politique et on force le gouvernement et ce Parlement à tomber, les militaires prendront conscience. Ils ne sont pas suicidaires, les militaires algériens. Et on le connaît, ils ont l'art du survivre. Et ils ont l'art de ce qu'on appelle acheter le temps. Ils sont dans une dynamique dans laquelle ils sont en train d'acheter du temps. D'ailleurs, comme on dit.
parce qu'avec le temps, ils peuvent trouver une solution. Alors Là, je vais ils sont- laisser nos autres invités vous répondre parce qu'il n'y a malheureusement plus de temps. Mais allez-y, vous vouliez dire quelque chose en moins d'une minute? Oui. Parce qu'ils sont à court de solutions. Alors, ça se voit. Et quand ils sont à court de solutions, la seule solution qui sera face à eux, c'est une force politique qui propose une alternative sérieuse, et on doit être sérieux. Hirak doit être sérieux dans ses demandes, doit être sérieux dans sa feuille de route, et doit fédérer l'Algérie en général. On ne doit plus parler de région, on ne doit plus parler du type, on doit parler d'une Algérie. Et je me permets de vous interrompre parce qu'il n'y a plus de temps malheureusement. Mais nous aurons d'autres occasions d'en parler, Rochdi Aloui, parce que ce sujet est très très important. Il ne peut pas être traité comme ça en quelques minutes. Mohamed Ben Issa, vous allez avoir 3 minutes, je suis désolé, et Hassan aussi. Oui. Rapidement, en fait, il ne faut pas trop être dur avec le peuple algérien, avec nos élites politiques et avec tout ce qu'on a actuellement. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est qu'on est tributaire, on a hérité une classe politique d'une certaine époque qui a été où les partis politiques, les syndicats, la société civile ont été tous truqués, ont été tous matraqués, ont été tous vidés de leur substance. Donc avant 2019, vous connaissez tous la scène politique algérienne. On connaît de l'UJTA jusqu'aux partis de droite, de gauche, je veux dire islamistes, entre parenthèses, aux laïcs, sont tous été surfer ou manger dans l'assiette du régime. Donc il faut presque aucune famille politique n'a pu tenir avec un discours fort, avec qu'ils ont pu résister à l'appel, on va dire, du ventre par rapport au système politique. Donc quand on pose cette réalité, on se dit oui, c'est vrai. En 2 ans, on a acquis beaucoup de maturité politique. Énormément de maturité. On a vraiment actuellement une plateforme. Quelle est la plateforme sur laquelle le Hirak se base? C'est la silmiya dans la lutte, c'est l'unité nationale, c'est l'unité de ce peuple-là, c'est de sortir de tous les maux, de tous les problèmes dans lesquels on est passé depuis l'indépendance. Pas de régionalisme, certainement. Dans le Hirak, on se pose des questions de fond. Mais actuellement, on ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce que surtout en Algérie, si on parle de la diaspora est un support au Hirak, mais les questions de fond doivent être posées naturellement en Algérie. Mais en Algérie, vous connaissez les conditions, la répression, aucune autorisation pour se rencontrer. Mais le Hirak se pose des questions. Quelle est la nature? Parce qu'il y en a qui se posent, oui, le Hirak, mais on ne sait pas vers où on va y aller. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à voir cette feuille de route. Donc il se pose la question, quelle est la nature de l'État, futur État algérien? D'où l'histoire qui est sortie récemment à Paris avec la double rupture qui dit non militaire et non islamiste. Alors que le peuple algérien, je pense que sur cette question, a acquis vraiment une vraie maturité. Et on peut juste reprendre la phrase de défunt Allah yarhamou Aït Ahmed qui dit non militaire et non théocratique. Et je pense sur ça, la majorité des Algériens sont d'accord. La place de l'armée, je pense qu'il y a un consensus sur la place de l'armée. Aucun Algérien dans le Hirak ni en dehors du Hirak n'est contre l'armée comme une institution. Il est contre l'ingérence de l'armée. On veut juste un contrôle politique du peuple sur cette institution. On veut une séparation du pouvoir. La preuve que le système ne veut pas ça. La dernière réforme constitutionnelle, ils ont scandé ce slogan pour une séparation du pouvoir, mais au contraire, sur le terrain, Tebboune est un hyper-président. Donc la liberté des médias, où est la liberté des médias en Algérie? Aucune liberté des médias. Donc le projet consensuel, il est là. Il manque juste, je pense, un petit peu de courage en Algérie pour poser les vraies questions. Juste un mot là-dessus. Le système pense toujours avec un temps d'avance par rapport à nous. Il a mis pas mal d'obstacles sur ce chemin. Le fait qu'il criminalise une partie du Hirak, je pense qu'il joue, il met tout son poids pour empêcher un consensus entre le Hirak. Abdelali Rezzagui vient d'être arrêté par 6 agents civils à Sidi Faraj. Abdelali Rezzagui qui avait parlé du taux de participation ridicule du régime et de ces élections très curieuses. Hassan Hersh, sur ce que nous sommes en train de dire, d'après vous, qu'est-ce que vous pourriez... Il a raison, Rochdi Aloui, pour dire qu'il faut passer aux choses sérieuses. Oui.
De mon point de vue, il y a au moins 2 volets, parce que c'est une longue analyse, évidemment, on peut faire des émissions et des émissions là-dessus. Mais au moins répondre très brièvement sur 2 volets. Le premier volet, c'est comment faire en sorte que le Hirak puisse aboutir à un changement. Aujourd'hui, on voit très bien qu'ils sont passés en force, aussi bien les législatives, la Constitution que la présidentielle. Donc comment pousser le pouvoir réel, à savoir l'armée et les services secrets, comment les pousser à l'ouverture. Il y a 2 choses. Il faut continuer le Hirak. Les marches doivent continuer. C'est extrêmement important. Je rappelle que c'est demain, vendredi 122. C'est extrêmement important la journée de demain. Oui, il faut continuer à l'échelle nationale, comme tout au début. Évidemment, on peut dire, oui, on a peur, machin. Je pense que l'Algérien n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il va y aller vraiment de l'avant pour que le Hirak reprenne à l'échelle nationale dans toutes les wilayas. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, en plus des marches, parce qu'elles gênent les marches, parce qu'il y en a qui nous disent, oui, les marches, ça n'aboutit pas, etc. Ça aboutit et ça gêne le régime, la preuve. Aussi bien à l'échelle nationale que surtout à l'échelle internationale. Oui. C'est-à-dire que le régime perd de sa crédibilité au fur et à mesure des vendredis et des mardis. Ça, c'est extrêmement important à toujours le répéter. Et donc, après, en plus des mardis et des vendredis, trouver d'autres formes, effectivement, de pression. Ce n'est pas à moi de donner des leçons à partir de Al-Maghrebia ou de Paris, mais je sais qu'il y a une intelligence collective, qu'on peut trouver d'autres formes de pression jusqu'à ce qu'on puisse changer radicalement de paradigme dans ce pays-là. Le deuxième point où on peut forcer ce régime, c'est l'immigration. Il faudrait qu'on continue à faire pression à la fois sur le régime algérien, mais cette fois-ci aussi sur l'Europe, et particulièrement sur la France, parce que c'est le seul soutien du régime. On l'a vu avec les déclarations de Macron, qui soutient Tebboune ouvertement, etc. Donc nous devons multiplier nos efforts ici dans l'immigration pour dire à Macron, que les Algériens feront tout pour ne pas voter pour lui, et qu'ils vont le destituer, et 2, qu'on force justement cette France à ne plus s'occuper des affaires algériennes. Et enfin, le deuxième volet, M. Benchenouf, c'était réfléchir à ce que vient de dire mon ami Mohamed, réfléchir à un nouvel État, parce que celui-ci il a échoué en 60 ans. Il faut décentraliser totalement cet État. Pourquoi? Il faut enlever la possibilité à ceux qui sont dans le pouvoir. Mais là, ça viendra après. Mais il faut, maintenant qu'il faut en parler. Oui. C'est très important, il faut en parler maintenant. Si vous en parlez maintenant, vous allez provoquer non, au contraire. Une polémique générale. Non, il n'y a pas de polémique. Au contraire, on ne peut pas à la fois nous dire que le peuple est mûr. Chacun va venir avec son point, l'autre il va dire on va parler. C'est extrêmement important. Attendez, juste comment empêcher cette assemblée-là? C'est fou, c'est complètement dingue. Comment on les empêchait de légiférer sur nous, de décider sur notre vie? Oui, mais si vous mettez des points pareils en préalable, ça va diviser tout le monde. Mais pourquoi vous dites que ça va diviser tout le monde? Ce qui divise tout le monde actuellement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, ce sera l'occasion d'un prochain débat, parce que là, nous avons... Actuellement, c'est l'État centralisé actuel. Nous avons largement débordé. Je me permets de vous interrompre. Cette émission est terminée. Pour que l'Algérien devienne acteur. Merci Hassan Hiresh, merci Mohamed Ben Issa, merci Rachid Rochdi Aloui. Nous n'avons pas réussi à voir Maître Issa Rahmoun. Elia Djoudi de Riposte Internationale m'a fait parvenir un texte dont le dessinateur Mohamed Ben Issa et le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Oui, c'était rapporté par l'avocat Schwitter qui dit qu'il y a 80 associations. Et il y a 82 organisations algériennes qui ont signé. Nous essaierons d'en parler plus en détail demain. Nous apprenons que l'ex-ministre des Ressources en eau, Arski Barraqi, a été placé en détention provisoire. Et surtout, que Abdelali Rzaghi a été arrêté de façon assez brutale par 6 agents en civil dont on ne sait pas l'identité à Sidi Ferruch. Demain est le vendredi 122 du Hirak, juste après ce fameux boycott massif. Nous n'en disons pas plus. Massif.
Hein? Hirak Un massif. Hirak massif, ce serait bien demain. Ah oui, oui. Ce serait bien. J'en suis convaincu. Ben, vous croyez que demain va être une grande les journée? Algériens vont sortir massivement parce qu'ils ont vu la farce. Ils vont dire qu'on a marre de... Fini. Ah oui, il faut de aller ce au théâtre. charbon. Et on a marre de ce Ils théâtre. ont besoin, les Algériens, d'une perspective politique aussi. Oui, c'est Aussi. pour ça que... voilà. Très bien. Merci, messieurs. Et j'espère que sur cette dernière question, que nous pourrons revenir dans la profondeur avec Ali Rojdi et vous deux et d'autres aussi. Ça nécessite un vrai débat, un grand débat. Oui, oui, oui. En tous les cas, merci à vous tous. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, b'slama, silmiya, silmiya, surtout en prévision de demain. Silmiya, silmiya, khawa, khawa. Qawala khair.